Bonjour et bienvenue dans le 27e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 39 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je cherche à me professionnaliser dans le domaine. Je vais d'ailleurs très bientôt commencer une formation de biographe. Par ailleurs, et c'est là mon activité principale, j'écris des romans. J'ai 3 projets en cours d'écriture. Mon tout premier, le plus ancien, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. L'histoire d'une jeune femme qui part en Inde pour réaliser un documentaire sur les rites amoureux d'une tribu autour d'un lieu qui s'appelle le Gotul. Mon deuxième projet s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours, Essais comiques sur les hommes de ma vie. Il s'agit d'une série de romans autour du parcours amoureux d'une femme, de son enfance jusqu'à sa mort. Je travaille actuellement à la rédaction du livre 1. Enfin, mon troisième projet est une saga de fantasy. Le concept de ce podcast, un journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément pour partager avec vous mes réflexions autour de l'écriture. Dans cet épisode, je reviens sur l'essai comique après une énième réécriture de l'Inde de Suraj qui faisait suite à un diagnostic éditorial auquel j'avais souscrit pour ce texte. L'essai comique, c'est un roman que je reprends après une longue pause et ce, afin de me préparer à l'atelier d'écriture auquel je me suis inscrite à l'école Les Mots pour travailler ce texte accompagné d'une éditrice. L'occasion d'évoquer le passage d'un texte à l'autre, de parler de l'organisation de mon travail, d'écriture synthétique, de lecteurs sensibles, de recherche, de diversité, de début de roman, d'incidents déclencheurs et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le lundi 13 mars 2023. Ce matin, j'ai repris l'essai comique. Alors, je n'ai toujours pas terminé l'Inde de Suraj, mais j'ai au moins terminé la dernière étape qui était de tout retranscrire au présent et à la première personne du singulier. J'aurais bien aimé continuer sur ce texte puisque j'étais bien embarquée, mais un autre projet m'appelle puisque je prépare ma première séance d'atelier de l'objectif manuscrit et donc je reprends l'essai comique pour préparer cette séance. Alors c'est toujours un petit peu compliqué, je trouve, de replonger dans un autre texte quand ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé dessus. Je sais plus du tout où j'en suis, je sais pas du tout à quel moment reprendre. Alors même si j'ai un document qui s'appelle Affaires, où je détermine là où j'en suis dans le travail autour de ce texte. Sauf que jusqu'à présent, souvent, avant de faire une pause sur un texte, j'oubliais un peu de remplir ce document. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec l'Inde de Suraj, pour quand je reprendrai le travail autour de mon texte, je sache exactement à quel moment reprendre. Mais bon, à chaque fois, ça demande quand même un peu de temps pour replonger dans un texte auquel on n'a pas touché depuis longtemps. C'est une petite perte de temps, en fait, à chaque fois. Je m'étais arrêtée au moment où j'ai fait relire mon roman à un de mes amis, qui m'a fait des retours. Et depuis, je n'ai pas du tout retravaillé ce texte. Bon, ces retours m'ont pas mal fait réfléchir, pas mal perturbé, puisqu'il y a des choses que je ne sais pas du tout comment régler, en fait, notamment à propos de mon style. C'est-à-dire que je perds le style de départ au fur et à mesure de l'écriture et je sais pas trop comment travailler ça. Il y a beaucoup de choses comme ça que je ne sais pas comment travailler. Alors, j'ai décidé d'éclaircir l'intention de mon texte pour pas faire la même erreur qu'avec l'Inde de Suraj. Donc j'ai repris un petit peu ce que j'avais reçu dans mon diagnostic éditorial, c'est-à-dire que la première question qu'elle m'a posée, c'est quelle est mon intention. Donc là, j'ai beaucoup réfléchi ce matin à l'intention de mon texte. Pourquoi elle n'est pas claire ? Qu'est-ce qui me gêne ? Etc. Donc là, j'ai écrit pas mal de choses autour de ça. En fait, moi, écrire, ça permet de réfléchir et de poser à plat mes réflexions. Et c'est ce qui fait évoluer ma réflexion souvent. J'ai besoin d'écrire pour réfléchir. Sinon, ça reste trop dans les hautes sphères. Et je me souviens plus des résultats de mes réflexions, en gros. J'ai repris aussi les notes que j'ai insérées dans un fichier qui s'appelle Correction. Les notes de mon dernier relecteur. Les réflexions qu'elle m'inspire et j'ai essayé d'ordonner les corrections que je vais devoir faire. J'ai repris aussi un ancien document de correction de mon texte pour voir un petit peu qu'est-ce qui est toujours d'actualité par rapport à cette dernière version. Et là, je pense que je vais me mettre à relire la dernière version que j'avais. Alors, je sais qu'il y a déjà des choses qui vont changer pour la prochaine version. Déjà, la dernière version de l'essai comique, j'en suis à la version 4, est écrite avec un frère. Mon personnage principal a un frère.
Et en fait, j'ai envie de revenir à une sœur. J'étais beaucoup plus à l'aise avec la sœur. Ça parlait beaucoup plus de ce que j'avais envie de dire avec la sœur. Donc, je vais revenir à la sœur. Et donc, je vais passer à la version 5. Je vais relire, histoire de me replonger un petit peu dans mon texte. Peut-être de prendre des notes aussi de ma relecture. Voir un petit peu les réflexions que ça m'inspire. J'essaye aussi de déterminer un petit peu tous les thèmes que j'aborde dans ce tome 1. Les thèmes aussi de chaque chapitre. Et de réfléchir autour de ces thèmes. Peut-être c'est une manière aussi d'approfondir mon texte en faisant comme ça. Parce que là, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. C'est déterminer la structure globale de mon texte pour vraiment qu'il y ait cette histoire et que ça ne bouge plus. Comme ça, après, je peux travailler autour. Une fois que j'ai ma trame, je travaille autour, je peux approfondir mes thèmes, travailler mon style, etc. Je pense que ça, c'est vraiment ce qui est prioritaire. Je pense avoir à peu près ma trame. Hein. Mais bon, il y a peut-être des choses à ajouter, à retirer, donc ça c'est à voir. De toute façon, je pense que ça c'est des choses que je vais aborder dans mon atelier d'écriture. J'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se passer, parce que pour l'instant c'est quand même très très flou. Hein. Je n'ai lu que les 5 premières pages de mon texte, et j'ai déjà 5 pages de notes. Voilà. Je sens qu'à ce rythme-là, je vais avoir énormément de choses à traiter. Bon, c'est clair qu'en relisant mon chapitre 1, c'est vraiment le fouillis total. On ne sait pas du tout ce que j'ai envie de dire, de faire passer comme message. Bon, évidemment, quand je parle de message, je parle jamais de message moral. C'est juste l'intention de ce chapitre. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Je pars dans tous les sens. Il y a plein de personnages, plein de noms, on s'y perd. Enfin, un lecteur qui plonge là-dedans, il se demande ce qu'il fait là. Je voulais aller vite, mais en fait, c'est fouillis. On ne sait pas pourquoi je parle de tout ça. Certes, ça permet de comprendre un peu mieux qui est mon personnage, mais en même temps, on ne sait pas pourquoi je veux faire comprendre tout ça. Donc ça, il va falloir que je structure et que je réfléchisse. Et donc avec ces 5 pages de notes, c'est ce que j'ai voulu faire. Qu'est-ce que je veux dire dans ce chapitre ? Parce que c'est toute une suite d'anecdotes. Et j'ai envie d'expliquer pourquoi je donne ces anecdotes. Qu'est-ce que ça apporte à l'intrigue ? Est-ce qu'elles sont nécessaires ? Est-ce que ça ne perd pas trop mon lecteur ? Et puis la question qui se pose, c'est est-ce que je dois commencer l'histoire par là ? D'ailleurs, en éclaircissant tout ça, ça m'a donné envie d'écrire une nouvelle version de ce que pourrait être le début de mon texte. Donc j'en ai écrit un bout, je l'ai mis dans un fichier à part, que j'ai appelé extrait pour la V5, qui est la prochaine version sur laquelle je vais travailler mon texte. Quand je serai inspirée pour écrire des passages parce que ça me semblera plus clair dans ma tête, je remplirai ce document plutôt que de retravailler directement sur mon manuscrit. Parce que quand je retravaille directement sur mon manuscrit, je me perds dans ce que je dis parce que je me laisse emporter par ce qui est déjà écrit. Alors que ce qui est déjà écrit, j'ai besoin de l'éclaircir. Et en faisant ça, je n'éclaircis rien du tout. Je continue dans la même logique dans laquelle j'étais. À ce rythme-là, je ne suis pas sûre d'avoir terminé la relecture de ce roman avant mon atelier jeudi. Mais à la limite, je me dis c'est pas grave. Déjà, j'aurais un peu replongé dedans. Je sais pas du tout sur quoi on va travailler jeudi. Sans doute sur le commencement d'un roman, comment on commence à écrire un roman. Donc, si je n'ai pas tout relu, c'est pas bien grave. J'ai déjà des questions que je note, que j'ai envie de poser lors de ce premier atelier. Je sais pas du tout s'il y aura une place pour ça. Est-ce que l'éditrice va demander à chacun où on en est dans son projet d'écriture pour voir qu'est-ce qu'il nous faut ? Il faut que j'envoie un message aujourd'hui pour savoir est-ce qu'il y a des choses à préparer, tout ça. J'ai vraiment envie que ces ateliers me servent à quelque chose et en tirer le plus de bénéfices possible. En relisant les premières pages de mon texte, j'en suis à une dizaine de pages de relus, ce qui n'est pas énorme, sur les 130 à peu près. Je regrette de l'avoir fait relire déjà à des personnes, même si leur regard m'a apporté certaines choses, m'ont orienté dans des directions, mais je pense que c'était beaucoup trop tôt pour faire lire mon texte. Après, j'en ai éprouvé le besoin parce que je ne savais plus où j'en étais et que j'avais besoin d'avoir un peu une direction à donner à mon texte, savoir où étaient les problèmes. Et souvent, quand je fais lire ce que j'écris, ça me permet après de réorienter mon travail, de savoir un peu dans quelle direction aller pour réécrire. Mais je pense que pour le coup, ce texte était vraiment pas du tout assez mature pour être lu. J'en suis au tout démarrage de ce texte, il y a beaucoup de choses à approfondir. C'est pour ça qu'il me semble trop léger pour le moment et que ça me satisfait pas tel qu'il est.
parce que y a beaucoup de questions que je survole et qui mériteraient d'être un peu approfondies. Je prends énormément de notes sur cette relecture. On verra où j'arriverai jeudi. J'ai pas mal travaillé ce matin, plus de 5 heures. 5h30 pour être précise. Mais en même temps, j'ai pas consacré toute ma séance à la relecture, hein. J'ai aussi commencé par regarder les notes que j'avais prises des retours de mon dernier bêta-lecteur. Je les ai reportées sur un document Word. Elles m'ont amené à de nouvelles réflexions. Ça m'a permis aussi de réfléchir sur l'intention de mon texte de façon globale. Je pense avoir bien saisi l'intention de mon texte. Alors comme c'est un roman qui s'inscrit dans une série, j'ai l'intention globale de ma série et l'intention globale de ce premier texte, de ce premier tome, pardon. Peut-être que je vais être amenée à approfondir encore plus cela, mais pour le moment, là où j'en suis, ça me paraît déjà assez clair. Et avec ce regard-là, j'ai mon incipit qui est revenu. J'ai un peu retravaillé sur mon incipit. Et je regarde mes chapitres en gardant bien en tête l'intention de mon texte. Pourquoi ce chapitre est indispensable et qu'est-ce que chaque chapitre apporte à mon texte en gardant mon intention en arrière-plan. Bon, c'est encore un peu fouillis tout ça. Là, je déblaye mes idées. C'est comme si je venais de trouver un site archéologique et que je faisais mes premières fouilles. Donc voilà, j'extrais tout. Je mets tout dans un coin pour y revenir plus tard. Bon, je ne sais pas exactement comment se passent des fouilles archéologiques, mais j'imagine que c'est comme ça. Et puis, on verra plus tard ce qui est indispensable ou pas, quelque part. J'explore mon sujet, j'explore mes thèmes. Voilà, en gros. Je me rends compte aussi d'une chose, c'est très compliqué pour moi de théoriser avant de faire. C'est-à-dire que pour théoriser, pour réfléchir aux choses, j'ai besoin de les faire. Et ce n'est qu'en faisant que je me rends compte si ça peut marcher ou pas. Alors ce processus est très lent. Parce que là, par exemple, je suis en train de me poser des questions sur la forme de l'essai comique. Je me demande si je ne pourrais pas faire toute une suite de nouvelles. C'est-à-dire que chaque événement marquant de l'histoire pourrait prendre la forme d'une petite nouvelle avec un début, un milieu, une fin, et les nouvelles assemblées formeraient un roman, mais ça serait quand même des nouvelles indépendantes des unes des autres. C'est comme si on avait un puzzle et chaque pièce à lui seul serait un tableau, mais toutes les pièces assemblées formeraient un tableau plus grand. Un truc comme ça. Avec ce texte, j'ai envie de faire un texte grand public, qui soit accessible au plus grand nombre. Donc si je fais un roman sous forme de recueil de nouvelles, ça peut rebuter plus d'une personne, surtout qu'en France, on n'aime pas la nouvelle. Et ensuite, si je me lance là-dedans, pour savoir si c'est une bonne idée, il faut que j'essaye. Donc ça veut dire commencer à réécrire mon texte sous cette forme-là, et ce n'est peut-être qu'au bout de, je sais pas, la 5, 6, 7e nouvelle que je vais me rendre compte que ça marche ou pas, voire même plus. Par exemple, pour l'Inde de Suraj, tant que je n'avais pas réécrit tout mon texte en jeu et au présent, je ne savais pas si ça pouvait marcher. Le fait d'avoir tout réécrit au jeu et au présent, là, j'ai la preuve que oui, ça fonctionne d'un bout à l'autre. Que toutes les scènes passent bien dans cette forme-là. Alors que dans toutes les autres formes, il y avait toujours des trucs qu'il fallait que je réadapte, qui marchaient moins bien. Le mardi 14 mars 2023. Bon, j'en suis à la page 17 de ma relecture de l'essai comique. Et c'est très mauvais. Tout est à reprendre. Là, j'ai juste une base, un espèce de résumé de ce que j'aimerais faire. Il y a beaucoup d'idées qui sont intéressantes, mais aucune n'est traitée. Je survole complètement. On rentre pas dans l'histoire. Je croyais que c'était drôle. Je trouve plus ça drôle du tout. Je comprends que mon dernier lecteur, il n'ait pas trouvé son compte. C'est mauvais. Alors heureusement que je vais me faire accompagner avec ce texte, parce que là, clairement, je ne sais pas comment le reprendre. Je ne sais pas quoi en faire. Ce qui ne marche pas, c'est que j'ai voulu être synthétique dans les premiers chapitres de mon roman pour aller vite à l'essentiel. Mais je suis tellement synthétique que je survole l'histoire. On ne vit pas les choses avec mon personnage. On est à distance. On ne rentre pas dans le roman. Et ça marche pas comme ça, clairement. Je crois que pour commencer un roman, on peut pas être synthétique ou alors sur une page, 2 pages. Mais en même temps, il y a des romans qui, en 100, 150, 200 pages, racontent toute la vie d'une personne et qui fonctionnent. Par exemple, je pense à Liv Maria de Julia Carninon. Ça s'étale sur 40 ans de la vie de son personnage.
Ça marche. Pourquoi moi j'arrive pas à faire ça? Parce que là, si je rentre dans le roman avec ce que j'ai déjà écrit, mais là je vais rajouter 100 pages. Comment démêler ce que je dois garder, ce que je dois enlever, et comment retravailler à partir de ce que j'ai. Même ma langue que je pensais drôle, je la trouve pas si drôle que ça. Normalement, pour participer à cet atelier auquel je vais participer, il y a une sélection à l'entrée qui est faite pour que la personne qui va nous accompagner se sente une affinité avec nos textes. Alors, je sais pas à quel point la sélection est exigeante ou pas, à quel point il faut vraiment qu'elle se sente en adéquation avec notre travail. Quelle est l'exigence de cette sélection? Bon, étant donné qu'on est vraiment au tout début de notre travail d'écriture, je pense que l'exigence est très sommaire. Puis en plus, comme derrière, on paye quand même assez cher, je pense qu'il n'y a pas vraiment un niveau exigé. Ce qui est ressorti du premier entretien qu'on a pu avoir avec l'éditrice, c'est ce qui lui plaisait, c'était un petit peu mon style, quelque part, le style drôle de mon début de texte. Elle l'a un peu comparé à La vie devant soi. Comme je suis pas du tout concentrée ce matin, je crois que je vais faire une pause et je vais faire d'autres choses pour y revenir plus tard. Il est que 9h, normalement je m'arrête plutôt aux alentours de 11h, mais là je pense à plein d'autres choses, me déconcentre totalement et j'avance pas du tout efficacement. Donc ça sert à rien d'insister dans ces cas-là. Je viens juste d'enregistrer 4 versions de mon tout début de roman, qui n'est pas encore abouti. J'en ai écrit un petit bout hier, après avoir réfléchi sur ce que je voulais faire de ce texte. Et donc j'en ai fait 4 versions différentes, 2 en narrateur-jeu, dont une au passé, une au présent, et 2 en narrateur de la 3e personne du singulier, une au présent et une au passé, pour voir ce que ça donnait. Je les ai enregistrées toutes les 4, je vais les réécouter, soit tout à l'heure, soit demain, pour voir ce que ça donne, voir si j'arrive un peu à me rendre compte de l'effet que ça fait, ces différentes versions, et ce que je préfère moi. Parce que pour le moment, j'ai pas trop d'idées de comment déterminer mon point de vue. Ce qui m'a aussi détourné de mon travail d'écriture ce matin, c'est que j'ai envoyé un mail à l'école Les Mots pour en savoir un peu plus sur ce premier atelier de jeudi, savoir s'il fallait préparer des textes, etc. Je viens d'écouter un podcast qui parle de la diversité en littérature avec ce qu'on appelle une lectrice sensible, une personne issue d'une minorité, peu importe laquelle en fait, qui est concernée par ces sujets-là et qui expliquait un petit peu ce qu'il fallait faire ou ne pas faire par rapport à cette question. J'étais outrée par ces réponses. Alors je trouve ça toujours intéressant d'écouter ce genre d'entretien parce qu'on apprend toujours plein de choses et je reste très attentive à ça. Mais la réflexion qui m'est venue en l'écoutant, c'est que je vais pas me forcer à faire quelque chose si ça me parle pas. Par exemple, dans l'essai comique, je reviens à vous en parler parce que là, je suis en train de faire le dérochage de mon podcast et je parle de ça. À un moment, j'ai imaginé que mon personnage principal, d'ailleurs qui ne s'appelle plus Pomme, elle a changé de prénom. Pomme, j'aimais pas trop en fait. Pour l'instant, je vous le révèle pas, je le garde pour plus tard. Mon personnage principal, à un moment, j'ai pensé lui faire un frère qui serait homosexuel. Quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, si j'ai un personnage qui est homosexuel, il faut qu'il soit crédible. Et il faut pas que les personnes homosexuelles ne puissent pas se reconnaître dans ce personnage. Et donc, je voulais faire appel à des personnes qui sont elles-mêmes homosexuelles pour qu'elles me disent un petit peu quel est leur vécu. Des hommes, bien sûr. Enfin, je voulais des hommes, puisque là, c'était un homme, voilà. Bon, bref. Puis je pensais à un de mes très grands amis que j'avais eu quand j'étais en terminale, qui avait aussi une sœur, et donc j'aurais trouvé ça intéressant que lui me raconte précisément son parcours par rapport à l'homosexualité, comment il s'était découvert homosexuel, comment il l'avait révélé à sa famille, comment sa famille l'avait pris. Alors, j'aurais pas forcément repris tout ce qu'il me disait vis-à-vis de ça, mais son parcours à lui pouvait correspondre au parcours de mon personnage dans les grandes lignes. Et puis après, j'aurais pu avoir sans doute d'autres témoignages. Mais je me rends compte qu'à chaque fois qu'il faut que je fasse des recherches, quelles qu'elles soient, j'ai pas du tout envie de m'y mettre. Je sais pas, c'est un côté de l'écriture que j'aime pas du tout faire. C'est bizarre parce qu'en plus, j'ai quand même une formation de journaliste. J'ai même été journaliste. Et pourtant, j'aime pas faire des recherches. Parce que ça me sort de ma bulle. Moi, ce que j'aime dans l'écriture, c'est inventer des personnages, c'est travailler leur psychologie, travailler l'intrigue, raconter des histoires. Et évidemment, j'ai envie que mes histoires elles soient crédibles et vraisemblables. Donc si j'ai besoin de faire des recherches à propos de quelque chose, je les fais. Mais la majeure partie du temps, je préfère me baser
soit sur de l'imaginaire pur, comme pour mon roman de fantasy, où là, aucune recherche n'est nécessaire. Alors, je pourrais faire comme Robin Hobb, qui, pour l'Assassin Royal, apparemment, a fait d'énormes recherches sur la manière dont les gens vivaient au Moyen-Âge pour pouvoir le retranscrire dans son roman. C'est un projet d'écriture, pourquoi pas, moi c'est vraiment pas un projet qui me parle. Alors ça rend très très bien, moi j'ai plutôt envie de baser tout mon univers sur de l'imagination. Donc ça c'est des choix d'écriture, et c'est le choix que moi je fais, parce que j'aime pas faire des recherches, vous l'aurez compris. Mais quand il s'agit de littérature contemporaine, souvent ça s'inspire de moi, parce que au moins je parle de ce que je connais, et je suis pas obligée d'aller faire des recherches. Je sais pas, moi ça me viendrait pas à l'idée d'avoir un personnage qui est médecin. Ça voudrait dire qu'il faut que je me renseigne auprès de médecins pour savoir quel est leur quotidien. Rien que ça me coupe l'herbe sous le pied. Je me dis, oh là là, ça me semble compliqué en fait. J'aime beaucoup aller à la rencontre des gens pour des témoignages, mais pas dans le cadre de recherche. J'aime écouter des parcours de vie, j'aime découvrir de nouveaux métiers. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Dans mon métier de journaliste, c'est quelque chose que j'adorais faire. Aller à la rencontre des gens et qui me parlent de leur activité, qui me dévoilent une part de leur vie. Pour mon roman de fantasy, comme c'est un roman d'urban fantasy, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, mais c'est de l'urban fantasy à la mode Harry Potter. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé le quai de la gare 3/4, là, on plonge dans un autre monde qui n'a plus rien à voir avec le monde des moldus. Même si, bon, les moldus peuvent en faire partie quand même. Moi, c'est... il y a un passage entre deux univers, on va dire, et une fois qu'on plonge dans l'autre univers, on n'a plus rien à voir avec le monde tel qu'on le connaît. Du coup, ça veut dire que lors de la situation initiale, mon personnage est dans une situation, pour ne rien vous cacher, il est dans un foyer d'as. Je savais pas du tout comment se passer. Moi déjà, au début, je l'avais imaginé en internat. Placé à la DAS en internat. Alors apparemment, c'est quelque chose qui est faisable, mais c'est pas hyper courant, et j'en ai discuté avec une éducatrice. Mais comment j'ai fait ces recherches par rapport à ça, c'est que c'est une personne qui a travaillé en foyer de l'enfance, qui est une de mes copines. Donc j'ai pu la voir plusieurs fois, j'ai pu lui poser plein de questions à ce sujet, ce qui m'a permis de me faire une vision assez claire de l'environnement d'un foyer de l'enfance. Alors c'est peut-être pas encore hyper bien détaillé dans mon roman, mais j'en ai quand même une idée beaucoup plus précise, ce qui me permet d'asseoir mon histoire sur quelque chose, sur un socle beaucoup plus solide qu'il ne l'était à la base. Après, ça m'empêchera pas peut-être de lui faire lire, dire est-ce que ça te semble vraisemblable ce que j'ai écrit, ou ça te parle pas, tu reconnais pas du tout un foyer tel qu'il peut l'être, avec les éducateurs, la manière dont ça fonctionne. C'est pas parce que c'est de la fantaisie qu'il faut que je sois pas sérieuse quand ça se passe dans notre monde. Mais c'est vraiment un truc, j'ai beaucoup de mal. Quand il faut que je fasse des recherches, je traîne du pied, et puis je m'y attaque pas, mais parce que je ne sais pas faire des recherches aussi. C'est aussi ça. C'est aller contacter des gens, déjà je ne sais pas où les trouver. Enfin, c'est la même chose quand je cherchais à faire de l'auto-édition et que je me demandais comment j'allais trouver un coach éditorial, un maquettiste, un correcteur, un graphiste. Ça part du même principe, c'est-à-dire que là, il faut que j'aille à la rencontre des gens, et c'est une démarche qui n'est pas évidente pour moi. C'est pourquoi, si je peux éviter de faire des recherches, je préfère. Donc quand j'entends une personne parler de la diversité qui insiste pour qu'on mette de la diversité dans nos romans, ça m'agace un petit peu, parce que déjà je trouve que on n'a pas à nous obliger à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Si ça ne nous parle pas, ça ne nous parle pas. Et puis ça nous obligerait à faire des recherches, et pour quelqu'un qui n'aime pas faire des recherches, c'est un sacré blocage. Après, je suis un peu sensible quand même à ce sujet-là. Alors, j'ai pas envie non plus de faire un patchwork de toute la diversité qui existe dans mon roman. Franchement, c'est pas le but. Mais si je pense, par exemple, au roman de fantasy, au début, quand j'ai commencé à travailler dessus, j'ai pas du tout pensé à cette problématique-là. Tous mes personnages étaient blancs, hétéros, cisgenres, on va dire. Aujourd'hui, en retravaillant ce texte, les sexualités sont beaucoup moins claires. Il y a de la couleur un peu partout. Mais ce qui est compliqué, par exemple, c'est que les personnes que j'ai déjà imaginées avec un certain profil, j'ai beaucoup de mal à revenir dessus. Et à me dire, elle est pas blanche, elle est noire. Par exemple, j'ai un peuple en particulier dans mon roman. Quand je les avais imaginés la première fois, je les voyais vraiment tous blancs, avec un certain type de cheveux, certain type d'yeux. J'ai inventé un peuple qui pourrait un peu s'apparenter aux elfes, mais pas tout à fait. Et alors, quand j'ai réécrit, je me suis dit, en fait, pour un peu varier, je me suis dit, ils vont être de toutes les teintes, du blanc le plus pâle au noir le plus sombre. Et j'arrive pas à me les représenter comme ça. Ce qui m'amusait avec ce peuple, c'est que ils étaient tous blancs avec des yeux clairs, en gros, et des cheveux clairs. Et
J'avais envie que pour mon personnage, il ait l'impression qu'ils soient tous pareils. Si je change leur teinte de peau, cette similarité sera moins évidente. Et puis je ne me les imagine pas comme ça, donc je pense que je vais revenir à ma première version où ils étaient tous blancs. Bon, à la limite, ça changera rien pour un lecteur parce qu'il saura pas que j'ai voulu à un moment qu'ils soient de toutes les teintes de peau. Après, c'est pareil, je pourrais imaginer très bien des personnages qui aient une couleur de peau bleue, rouge ou verte, mais j'ai pas envie. J'ai envie qu'ils aient des teintes proches des nôtres, proches des teintes qu'on connaît. Par contre, j'avais un personnage qui était déjà là avant, il me semble. J'ai un doute en fait. Parce qu'il y a des religieux dans mon univers, et les religieux sont noirs, très très noirs. Et puis voilà, j'ai un peuple au niveau sexuel, on ne sait pas trop s'ils sont hétéros ou homosexuels. A priori, ça sera un peu bisexuel. Il n'y aurait même pas de question en fait à ce propos-là chez eux. Et puis j'ai aussi un personnage qui serait lesbienne. Mais je vais peut-être pas exploiter ce côté-là de son personnage dans mon roman. Moi je sais qu'elle est lesbienne. Après, peut-être, je vais le mettre en avant parce que j'en aurai besoin pour l'intrigue. Mais si j'en ai pas besoin pour l'intrigue, je vais pas forcément l'utiliser. Et ça, c'est pareil. La personne que j'entendais en interview disait, oui, mais si vous avez un personnage qui est homo ou qui est noir ou qui est ceci, cela, dites-le. Même si ça ne vous sert pas de rebondissement à l'intrigue. Parce que si vous le dites pas, c'est comme s'il n'existait pas et ça va invisibiliser. Alors, je comprends ce qu'elle veut dire, mais moi, je vais pas dire quelque chose si ça sert pas à l'intrigue. C'est des sujets très délicats, hein. Même moi j'ai un petit peu du mal à en parler parce que j'ai pas envie qu'il y ait de malentendus ou de blesser qui que ce soit, hein. Je m'en excuse si jamais c'est le cas. Le mercredi 15 mars 2023. Aujourd'hui, je suis dans une toute autre dynamique par rapport à hier. Tant mieux, puisque c'est ma journée écriture. Donc j'ai plutôt intérêt, enfin j'ai aucun intérêt, mais disons que c'est quand même mieux si je suis dans cet état d'esprit. Ce matin, les idées fusent à tout va. J'ai plein de choses qui me viennent. Je me suis rendu compte que c'était le début de mon roman qui était un peu fouillis parce que j'ai voulu mettre trop de choses et j'ai pas du tout coordonné ma pensée. Alors c'est pas grave, ça me fait une base de travail. Maintenant, il faut que j'ordonne tout ça et j'ai des pistes de travail. Par exemple, il faudrait que je donne un nom à mes chapitres qui déterminerait l'idée générale du chapitre. Qu'est-ce que je veux dire dans ce chapitre en particulier ? Ça n'empêche pas qu'il peut y en avoir plusieurs par chapitre ou plusieurs sous-idées. Et par rapport à ces titres de chapitre, je viens d'avoir une idée que je ne vous révèle pas, mais dont je suis assez contente. Je pense que ça correspond bien à ce que j'ai envie de faire. J'y avais pas pensé plus tôt. Par chapitre, j'ai des notes et je pense qu'il va falloir que je les retravaille indépendamment les uns des autres, ces chapitres, pour vraiment les approfondir et les développer à leur juste valeur. J'ai voulu aller trop vite au départ, parce que pour moi ce n'était qu'exposition de la situation initiale et qu'il fallait pas que ça traîne trop, mais je peux annoncer dès le départ l'incident déclencheur, ce qui fait que je mettrai le lecteur en attente dès les premières pages de mon texte. Ou alors je commence par l'incident déclencheur et ensuite je reviens sur la situation initiale. C'est aussi possible de faire les choses de cette façon. Il ne faut pas que l'incident déclencheur il arrive trop tard dans le texte, sinon un lecteur se détourne. Bon, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent, beaucoup d'idées, et c'est intéressant de faire ce travail de réflexion. Je pense que ce que j'ai écrit dans mes premiers chapitres, ça va me servir de base de travail, de document de travail, mais ça ne peut pas être le premier jet de mes premiers chapitres. J'ai voulu être synthétique. Je ne sais pas pourquoi, je n'y suis pas arrivée. Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire et que je peux apprendre, ou que c'est quelque chose que je ne sais pas faire parce que ce n'est pas ma manière d'écrire ? Est-ce que on ne synthétise pas un livre dans les premières pages du texte ? C'est pas très bon de commencer son livre par de la synthèse. Ça, c'est des questions auxquelles j'ai pas la réponse. Ça fuse ce matin, les idées. Ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, j'ai l'impression d'avancer.
C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser des commentaires ou des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram, @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des problématiques d'écriture, des conseils à partager ou que vous avez tout simplement envie de venir discuter avec moi, je serai ravie d'échanger avec vous. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à très vite.